Alors bonjour à tous, bienvenue donc au point de marché, heureux de vous retrouver. Point de marché Wall Street, retour, réouverture du marché action américain, retour de Wall Street. Nous allons en savoir plus sur la tendance des marchés actions. Alors on va ajuster pour le son, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Normalement le son, l'image fonctionne normalement, alors on est vraiment désolé pour les désagréments qu'il y a pu avoir depuis le début de la semaine. Olivier me confirme, son et image ok, et d'ailleurs Olivier n'est pas le seul. Donc c'est parfait, retour avec bien une qualité d'image et de son comme d'habitude. Alors on va prendre connaissance de l'avertissement légal, je vous le laisse quelques instants, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, on a le temps, on n'attend pas aujourd'hui de statistiques américaines majeures, et pour autant il y a beaucoup de choses à dire sur l'euro, sur la paire euro-dollar, sur les paires en yens, sur les indices actions américains, sur les taux, sur les fondamentaux, bref, il y a de l'actualité, il y a du mouvement, le pétrole aussi, on voit que le pétrole tente de s'affranchir des 101,70 et ça commence à sentir sacrément bon. Et Adrian me rappelle d'ailleurs que c'est l'expiration ce soir sur l'US Oil. Donc en clair, si vous avez des positions ouvertes ce soir sur l'US Oil, elles se clôturent. Elles se clôtureront donc automatiquement ce soir. Je vous invite toujours à être au courant des échéances des contrats CFD que vous négociez, notamment donc ce soir sur l'US Oil. Toutes les informations sont disponibles, vous le savez, sur le site FXM. Donc vous avez pu prendre connaissance de l'avertissement légal, on va passer sur le marché. Alors pour le son, l'image, je pense que là c'est globalement bon. Voilà, alors là on me dit son étouffé. Son étouffé, bon, je vais essayer de parler lentement, les choses doivent de toute façon s'améliorer. Ok. Bon, on va faire le point de tout. Bon, son ok, no ok. Allez, je ne regarde plus les commentaires. Le son fonctionne. La qualité n'est peut-être pas optimale, mais cette fois-ci, tout le monde nous entend et ce sera de mieux en mieux chaque jour. Alors, on a beaucoup de choses à voir sur les marchés, comme je vous le disais, mais laissez-moi commencer par un graphique de l'euro. Finalement, cette semaine, si on fait le bilan sur le marché des changes, quels sont les signaux qui ont été donnés? Ce sont des signaux de force sur l'euro de manière générale. Lundi, mardi, c'était l'euro GBP et aujourd'hui, c'est la paire euro-dollar. Alors la paire euro-dollar, il y avait un point d'accélération à 1,3739. Bien joué, félicitations naturellement aux acheteurs des 1,3550, aux acheteurs des 1,3650 et puis à ceux qui ont tenu depuis 3 séances puisqu'on hésitait autour des 1,37. 1,3739 $ est franchi. Il y a probablement déjà des stops de protection. On sait qu'il y a une majorité de vendeurs sur cette paire de devises. D'ailleurs, Romain Cap vous a publié les chiffres du SSI. Page d'accueil du site DailyFX, colonne de gauche. Vous êtes 77%, enfin vous étiez, 77% à avoir des positions vendeuses sur la paire euro-dollar. Alors là, j'imagine que vous êtes peut-être déjà un peu moins. En tout cas, certaines positions ont pu être débouclées. Mais tout ça pour dire qu'il y a probablement là déjà une paire euro-dollar qui progresse avec un phénomène certainement là de débouclage de positions vendeuses, de rachat de short, etc. Alors, la paire euro-dollar donne un nouveau signal d'achat. Pour autant, à moyen terme, la tendance est loin d'être limpide. Alors, moi, je vous avais proposé ici cette lecture en formation élargie. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle montre bien que c'est une paire volatile. Et somme toute, vous avez désormais à court terme deux éléments qui peuvent vous aider. D'une part, les 1,38 $ qui sont l'objectif de cours désormais, puisqu'on a franchi les 1,3739 $, ou en tout cas, ça sent clairement plutôt bon. Vous avez en place depuis le 6 février un canal haussier à forte pente, alors qui encadre les tout derniers chandeliers depuis le 7 février. Et grosso modo, il passe actuellement autour des 1,3780. Alors, ça peut réagir à 1,3780. On peut revenir chercher 1,3740. Et là, je pense que nous mettrons le move vers 1,38. Et encore au-dessus des 1,38, il y a probablement un certain nombre d'ordres positionnés. Et maintenant, ce qui va être hyper intéressant, c'est de surveiller l'évolution du positionnement justement des investisseurs sur cette paire euro-dollar au fur et à mesure où le mouvement haussier va se dérouler. Alors concrètement à moyen terme, la paire euro-dollar là est bien orientée à court terme. Je pense qu'elle ira chercher, alors elle peut, c'est un 38, un 38,50, c'est dans cette zone où je pense que nous pourrons avoir un top de marché ensuite de moyen long terme. Alors pour certains, on peut aller jusqu'à 1,40, honnêtement je n'en sais rien. Je sais que c'est une zone à risque, une zone de volatilité qui se trouve au-dessus d'un 1,38, un 38,50. Je me rappelle de cette séance du 25
27 décembre où on a fait une mèche à 1,3893 essentiellement parce qu'entre 1,3795 et les 1,39, eh bien, il y a un axe de débouclage de stop, puisque cette hausse on l'a fait en 1 heure et puis c'est retombé. Et je pense que nous aurons ce même type de séance de capitulation. Mais de toute façon, si nous n'avons pas une séance de capitulation à la 27 décembre, eh bien l'eurodoll restera haussier. Et il nous faut de toute façon une séance de ce type-là, comme ce grand chandelier du 27 décembre, pour renverser le positionnement des particuliers, fortement diminuer le réservoir des vendeurs, et derrière, avoir ce scénario baissier de moyen-long terme en place sur la paire euro-dollar. Et lorsqu'on évoque 1,32, 1,33 $, c'est un objectif 2014. Donc 2014, c'est encore long, ça peut être atteint en décembre prochain. À court terme, c'est donc positif, toujours une majorité de vendeurs, la paire est volatile et puis aujourd'hui on franchit 1,3739, alors on peut rallier clairement jusqu'à 1,38. Le signal est donné, vous êtes dedans, c'est bien, vous n'y êtes pas, là c'est clairement trop tard. Donc ça c'est pour la paire euro-dollar. L'euro il est fort sur le marché des changes, vous l'avez vu, il est fort. Depuis le début de la semaine, il y avait eu un beau signal ici sur la paire euro-GBP, euro-sterling qui avait bien réagi sur 0,8157. Alors 0,8157, c'est pas un trait bleu qui sort ici au milieu de nulle part, c'est 61,8% de retracement de toute la hausse qui a eu lieu entre le 23 juillet et ici les plus hauts du 26 février. La paire rebondit et somme toute je pense que euro-GBP maintenant devrait évoluer dans une sorte d'orange entre 81,50 et 83,50. Et il n'y a pas que face à la livre sterling ou au dollar américain que l'euro se montre particulièrement fort à court terme. Vous avez ici l'euro-yen. Alors pour les paires en yen, on va clairement aller rapidement. Je vous ai proposé ici en page d'accueil du site une analyse qui s'appelle Yen, tiraillée entre l'Abenomics, la BOJ et l'aversion au risque. En clair, vous avez là 3 éléments qui influencent le yen sur le marché des changes. Abenomics, c'est l'ensemble des mesures de soutien du gouvernement japonais, en gros la politique budgétaire du Premier ministre Abe, avec des plans de relance, mais aussi une hausse de la fiscalité, bref, beaucoup d'éléments contradictoires au fond. La BOJ, c'est la politique monétaire de la BOJ, et vous le savez, depuis la nuit dernière, elle a étendu dans le temps ses mesures de soutien destinées aux banques japonaises, et je me suis permis de vous remettre dans cette analyse le bilan de la Banque centrale du Japon qui a une pente ascendante nettement plus forte que celle de la Réserve fédérale des États-Unis par exemple. Et vous avez juste en dessous l'évolution de la croissance au Japon pour vous rappeler qu'il n'y a pas un lien automatique entre politique monétaire ultra accommodante, achat d'actifs, et cette banque achète tout ce qu'elle peut, tout ce qui est possible. La BOJ elle achète des actions, des obligations, tout ce qui est possible, des dérivés. Vous pouvez aller voir sur le site de la Banque centrale du Japon, c'est propre. Il y a le bilan de la banque et il y a toute la liste de ce qu'elle achète. Bon, elle achète plus ou moins tout ce qu'elle veut, mais on voit que le lien n'est pas évident avec donc la croissance économique au Japon. En tout cas pour les chiffres ici du 4e trimestre, vous avez ici 0,3% de croissance. Alors c'est dans le vert, on voit que la dynamique s'essouffle, mais surtout le marché attendait plutôt un taux de croissance autour de 1%. Alors comment lire la tendance du yen sur le marché des changes? Vous le savez, le yen il était entré dans une phase de rebond technique au début du mois de janvier, qu'on avait identifié ici à l'aide du yen index, cette séance du 2 janvier, cassure haussière sur le yen index, et puis c'est reparti, et finalement ça retombe. Le yen, pas évident de se positionner dessus. On a beau faire un tour d'horizon des paires en yen, elles ne sont pas toutes loin d'être d'ailleurs dans la même tendance à court terme ou d'avoir le même cadre graphique. Alors comment savoir? La croissance là on voit ralenti, c'est décevant, et on est en train de se demander si finalement cette politique d'injection de cash à travers le rachat d'actifs ou encore des taux très faibles, on voit que ça a des effets limités sur la croissance. On sait devant nous qu'il y a aussi une hausse de la TVA, mais la BOJ en rajoute une couche, donc ça c'est censé affaiblir le yen. Mais derrière il y a des perspectives peut-être de croissance, ça peut renforcer le yen, mais on voit que la croissance n'est pas au rendez-vous. Et vous ajoutez à ça le rôle refuge du yen et on n'y comprend plus rien. Donc on voit qu'il y a beaucoup de facteurs comme ça qui rendent difficile une lecture en tendance. Alors on va se contenter des graphiques. J'ai choisi une sélection de paires en yen. L'USD yen, sur lequel clairement je pense qu'à court terme il n'y a pas grand chose à faire. Alors moi je vous propose ça. Je pense que les cours commencent à construire quelque chose de latéral, pourquoi pas un triangle symétrique, sous l'intervalle 103-103-70. Comment voulez-vous acheter cette paire là sous les 103-103-70? Ça me paraît compliqué. Bon après, il y a éventuellement une résistance à 102-70. Mais même si elle franchit, est-ce qu'on peut vraiment mettre une énorme verte sur l'USD yen? J'ai des doutes. En fait, j'en sais rien. Par contre, il y a deux paires en yen qui, moi, me plaisent.
c'est l'euro-yen et le CHF yen. Alors, le mouvement aussi, il a commencé le 4 février, un mât haussier, une phase latérale, et là on en sort par le haut. Je pense que euro-yen peut rejoindre 142. Et là, je parle même pas du yen, je parle juste de l'euro. C'est-à-dire qu'on peut viser par exemple 83 sur euro-GBP, 1,38 sur euro-dollar, 142 sur euro-yen. Mais derrière ces trois anticipations, c'est surtout la force de l'euro. Force de l'euro, pourquoi ? Regardez, c'est simple, on parle de croissance économique, de retour de la croissance économique au sein de la zone euro au 4e trimestre. Au Japon, on pensait qu'elle était là, qu'elle était forte, vigoureuse. On s'était enflammé sur le Japon, après c'est normal quand on a des injections comme ça massives. Et finalement, c'est décevant. Au sein de la zone euro, on n'a pas une politique monétaire comme ça d'achat d'actifs, et pourtant une croissance qui revient. Vous savez, le marché des changes, il est très changeant. D'une semaine à l'autre, le biais psychologique ou la vue de marché qu'on peut avoir d'une grande zone économique peut varier fortement. Cette semaine, c'est l'euro. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre en face et chercher à profiter des moves. Euro-GBP rebond sur 1,8150 et je pense que la paire peut au moins rejoindre ici 82,70. Pour le moyen terme, est-ce que nous aurons un range 81,50, 83,50 ? On aura la réponse plus tard, mais ça me paraît franchement hautement probable. Euro-dollar, franchissement des 37,39, on ne va pas l'ignorer, c'est un nouveau signal d'achat. 1,38 peut être repris et je reste toujours persuadé qu'il nous faudra une séance de buying climax d'une certaine façon. Séance qui verrait les vendeurs, la grande majorité des vendeurs être pris à contre-pied à l'image de cette séance du 27 décembre. Énorme mèche haute, essentiellement due à des débouclages de positions vendeuses, donc des stops de protection exécutés, devenant en fait des ordres d'achat sur le marché. Et puis derrière, on avait eu une baisse de la paire euro-dollar vers les 1,3476. Eh bien, il nous faudra à nouveau une séance proche de celle du 27 décembre, je pense, pour fortement refluer. 27 décembre, non ? Il me semblait que c'était 27 décembre. C'était, c'est ça, 27 décembre 2013. Donc voilà pour ce qui est de la paire euro-dollar, l'euro sur le marché des changes. Je voulais commencer par ça. Maintenant, on va aller directement sur les actifs qui bougent. Et après, je vous montrerai quelques graphiques fondamentaux que j'ai pu rassembler sur l'Europe, sur les actions européennes et sur ce qui s'est passé en janvier. Parce que la baisse au mois de janvier sur les actions, on sait qu'elle a été assez violente. Je vous mets en attendant le graphique du pétrole sous les yeux, le temps que ça se charge. On sait que ça a été violent, puis vous avez entendu parler plein de choses en janvier. Ce qu'on a tous constaté, c'est la baisse entre le 23 janvier et le 4 février. Et dans cette baisse entre le 23 janvier et le 4 février, il y a eu des phénomènes dans la gestion d'actifs. Il y a eu une décollecte, on sait, sur les actions émergentes, une décollecte sur les actions américaines et, a priori, des transferts de cash vers les actions européennes, mais aussi le marché obligataire. Alors, je vous propose, moi, cette synthèse, qui est en fait la représentation sous la forme d'un tableau de l'évolution de l'encours sur les OPCVM, SICA, fonds communs de placement, bref, concrètement, les fonds gérés par la gestion classique en France. Et qu'est-ce qu'on constate au mois de janvier ? La trésorerie, les placements en cash ont augmenté de 8%. Les placements en obligations ont augmenté de 2%. Les placements en actions ont reculé, mais simplement de 1,95%. Alors, en janvier, il y a eu un choc. On l'a vu sur les marchés actions, CAC, Eurostoxx 50, tous les indices. Et derrière ce choc, il y a eu des transferts de cash. Des actions US émergentes vers le marché monétaire, essentiellement, un peu le marché obligataire. Et on voit que finalement, la classe d'actifs des actions, globalement, là, légèrement, en termes d'encours, c'est ridicule, c'est moins 1,9, mais ça a légèrement baissé. Donc il s'est quand même passé quelque chose ici au mois de janvier. On va en reparler directement ensuite sur les indices. Mais laissez-moi vous montrer tout de suite les cours du pétrole. Alors sur le pétrole, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je vous rappelle que c'est ce soir l'expiration du contrat, donc votre position sera débouclée automatiquement. Il y avait deux possibilités sur le pétrole. Le range 92-100. Le double creux 92 sur 92 avec une ligne de coup à 100,73 qui était pile poil le point de clôture ici de cette séance du 27 décembre. Moi j'avais regardé ici l'indicateur Disparity Index par rapport donc à la MM 200 jours. Alors ça c'est très important puisque la moyenne mobile à 200 jours elle est plate, elle passe par ici, elle est toute plate. Et j'avais eu ici une cassure haussière. Bon, ça à suivre pour les prochaines séances.
On verra ce soir à la clôture et déjà le comportement qu'auront les investisseurs d'ici ce soir par rapport à cette échéance. Va-t-il y avoir des débouclages de position à suivre? En tout cas, c'est bien probable que ce marché soit désormais capable, en cas de clôture favorable, et l'idée c'est d'éviter une séance à la 12 décembre, donc attendons la clôture ce soir, mais on a un marché qui me semble capable d'aller chercher les 102, 102,50, 102,90 en cas aujourd'hui de clôture favorable sur ces cours du WTI. Donc voilà pour ce qu'il en est du pétrole US. Alors le UK Oil, il confirme, mais lui aussi le potentiel n'est pas énormissime. Il a franchi la résistance des 108,25, il a fait un pullback, il s'est fait attraper ici par une espèce de cuillère, bref, quelque chose d'ascendant, la moyenne mobile à 20 jours, ça repart. Bon, qu'est-ce qu'on peut viser sur le Brent? Les 110, les 110, 70, c'est pas hyper dynamique, mais on voit globalement que l'énergie est soutenue. Mais je ne risquerai pas d'adopter une position sur ce marché du Brent qui me semble aussi proche des supports que des résistances. Et puis de manière générale, je pense qu'on a une espèce de compression comme ça qui se met en place, compression triangulaire en joignant tous les tops et creux de marché les plus saillants depuis septembre 2013. Donc sur le WTI, ça tente de pousser, de franchir les 100,73. Si c'est le cas, bien ce marché ira chercher les 102,90 ce soir, donc expiration du contrat. Donc ça c'était pour le pétrole. Les paires en yens, je vous en ai parlé. L'USD yen, vous avez compris que honnêtement je n'y vois pas très clair. Vous avez beaucoup d'éléments fondamentaux sur ce marché du yen en page d'accueil du site. Euro yen, j'aime bien, on peut aller chercher 142, 142,50. CHF yen, j'aime bien aussi, donc ça pour le sujet des paires en yens. Et maintenant, qu'en est-il des indices? Premièrement, les indices CAC et DAX, vendredi dernier, nous étions sous des résistances lundi dernier aussi. On voit aujourd'hui qu'elles agissent, mais admettons que ce n'est pas très violent. Alors on va passer en intraday sur le CAC et le DAX. Avant de passer en intraday sur le CAC et le DAX, je vous remontre pour ma part l'indice sur lequel j'avais une conviction forte, tout simplement parce que le rendement risque était là et la construction chartiste aussi. C'était l'IBEX, avec une vente proposée hier, et puis à nouveau ce matin à 10 122 points. On voit que le marché la travaille les 10 000, mais j'apprécie la façon dont ce marché a rebondi. On a eu ici le choc baissier donc entre le 23 janvier et début février, une reprise sous la forme d'un biseau. On a retracé 61,8. L'avantage c'est qu'au-dessus de ces 61,8, au-dessus des 10 206, c'était le stop de protection. C'est toujours valable. Maintenant, il faudrait une clôture sous 10 000 pour vraiment envisager un retour vers 9 650. En tout cas, j'ai trouvé ça étonnant que l'IBEX, longtemps plus fort, soit aussi faible dans le rebond technique. Voilà. Bon, ça c'était une observation de marché. Et à ce titre-là, c'était, je pense, un bon candidat pour une stratégie de vente, mais pas simplement une stratégie long-short. La stratégie long-short, c'est quoi? C'est-à-dire que l'idée, c'était de détenir une vente sur l'IBEX et d'avoir un achat en face. Et l'achat a été et est toujours, d'ailleurs, proposé, même si là, la mèche journalière du jour, peut-être écarte le scénario en biseau. Alors ce sera peut-être une autre figure de transition. Et donc la short IBEX et le long Bund. En clair, vendre une action et acheter une obligation. Ça, c'est une stratégie long short très classique chez les professionnels. Le Bund, c'est bullish depuis septembre 2013. Phase latérale, nouvelle jambe haussière ici. Et tout à l'heure, je vous ai montré des fonds sur la collecte des OPCVM en France au mois de janvier. Avec, vous l'avez vu, une croissance des encours sur les obligations et une légère décroissance des encours sur les actions. En fait, en janvier, on a eu ce qu'on appelle le flight to quality, de l'argent qui quitte les actions vers les obligations. Et vous en avez l'illustration sur le prix là, de l'obligation d'État en Allemagne. Ma conviction, c'est que le Bund ira plus haut en 2014. Et je vis 146. Là où j'ai moins de conviction, c'est sur la forme que prend la pause à court terme. Ce matin, ça sentait bon, j'avais pensé à un biseau descendant, mais si c'est un biseau descendant, il faut que ce soit impulsif. En clair, il faut que ça sorte rapidement. Et qu'on revienne sur 144,53. Là, admettons que ce n'est pas hyper propre. Mon conseil sur le Bund est d'acheter le support à 143. En tout cas, je place le stop en dessous. Il y a un risque, je l'admets, que le marché retourne sur 142,20. Mais honnêtement, ce serait plutôt... Je ne pense pas que ce scénario puisse se produire, surtout quand je regarde la force de la phase verticale entre le 2 janvier
et le 4 février. Donc pour ma part, le conseil n'a pas changé. J'achète le Bund au-dessus de 143 et je vends l'Ibex en dessous de 10 210 points. Stratégie long short. Si vous n'y voyez pas clair sur le CAC qui pourtant à 4350 points a une belle résistance horizontale, si vous n'y voyez pas clair sur l'Eurostoxx 50 ou encore pas clair sur les indices US, et bien voilà ce que moi je peux vous proposer, donc le short Ibex et le long Bund. Maintenant sur les indices US, on voit bien que le S&P s'approche des 1850 points. Dans moins d'une minute, on sera sur des graphiques horaires juxtaposés CAC, DAX, S&P 500 pour essayer de comprendre comment ça se passe. Si vous devez tenter quelque chose sur le SP500, moi à votre place, j'attendrai pile poil 1850 points. Vous allez me dire ça ne se produira pas. Regardez ce qu'a fait le CAC, il a fait pile poil 4354 points. Donc tout est possible. L'indice Dow Jones, il cale pareil sous les 16 242 points. En clair, tous les indices ils sont sous résistance mais on ne casse pas encore de support. C'est pour ça que je reste méfiant et que je ne vous propose rien d'autre, sauf si vous avez vendu CAC et DAX au plus haut vendredi ou lundi, que ce short Ibex et que ce long DAX. En termes de comportement relatif et d'arbitrage, là on va essayer de parler du moyen terme. L'Eurostoxx 50, je ne vous propose pas de stratégie de trading dessus, mais je l'utilise pour l'analyse, parce que c'est le seul indice qui est regardé dans les grandes salles de marché. L'indice Eurostoxx 50, il est sous une résistance à 3130 points, mais là aussi il n'y a pas de rejet. On fait plutôt des petits chandeliers journaliers avec des petites mèches, là c'est pas violent quoi. Et donc finalement on comprime sur l'Eurostoxx 50 entre les 3130 points et une oblique de tendance haussière en place depuis le 4 février. Moi par contre ce qui m'intéresse ici c'est le ratio Eurostoxx 50 Bund. Je pense que ce ratio évolue dans une structure ici en porte-voix, alors ou épaule, tête-épaule, bref peu importe, on voit bien ici qu'on bloque sous une résistance. Donc ce qui serait logique à court terme, du point de vue de cette lecture, c'est un rejet sur les indices et de nouveau plus haut sur le Bund, à moins que les deux marchés avancent ensemble. À suivre. En tout cas, vous avez ici un indicateur à surveiller et un niveau horizontal à surveiller sur ce ratio Eurostoxx 50 Bund en cas de rejet et de reprise de la baisse sur cette courbe de force relative, eh bien ça validerait clairement le scénario évoqué tout à l'heure, short Ibex sous les 10 200 points et long Bund au-dessus de ces 143 points. Donc Stoxx 50 Dow Jones, voilà ici ça c'était pour les courbes de force relative et j'apprécie beaucoup ce ratio ici sur Eurostoxx 50 Bund pour les forces relatives. Le long Bund short Ibex, je suis toujours assez convaincu sur cette stratégie. Parlons livre sterling. Livre sterling, Marc Carnet, Banque d'Angleterre, ça fait depuis la semaine dernière que le sterling s'est montré fort. Il s'est montré fort, le sterling, parce que la Banque d'Angleterre nous a remis un rapport annonçant que l'Angleterre serait à horizon 2017 un Eldorado, avec du plein emploi, une croissance économique, etc. Sauf que les chiffres économiques réels, par exemple ceux qui ont été publiés ce matin, l'évolution des prix en Angleterre, ne disent pas ça, ou en tout cas ne disent pas encore. Et c'est certain que lorsqu'on s'engage sur les mots, si les chiffres économiques réels ne le confirment pas, le marché peut réagir violemment. Et donc, Euro-GBP a rebondi, donc le sterling a été plutôt vendu. Et quant au GBP-USD, même s'il reste toujours bien orienté, on voit qu'il a rencontré ici à 1,6830 un haut de canal journalier. Et puis le GBP-USD, le câble, il revient ici sur les 1,6650. Alors on voit que ça réagit plutôt bien, on fait une mèche basse. Que vous dire sur le câble, si ce n'est qu'en effet, tant qu'on tient les 66,50, on peut espérer revoir les 68,81. C'est franchement pas évident, c'est-à-dire qu'en cas de cassure des 66,50, je pense que le marché peut revenir dans le bas du canal. Alors le bas du canal nous renvoie 63,35, mais je sens pas la paire mûre là pour décrocher tout de suite. C'est la grande question, le sterling. Moi j'ai lu deux choses. J'ai vu par exemple que Société Générale depuis hier était vendeur long terme du câble. Donc en clair pour eux c'est point haut. Et j'ai vu une autre banque, je crois que c'était JP Morgan, qui vise 1,75. Donc on voit bien que on commence à être mal à l'aise sur les niveaux qu'a atteint la livre sterling, mais que le marché est partagé. Alors on va rester technique, au-dessus de 81,50 l'euro GBP s'achète, et à court terme au-dessus des 66,50 le GBP USD ça reste bullish.
Et au fond, quand on regarde les corrélations historiquement favorables, fortes positives entre euro-dollar et GBP-USD, je me dis qu'à court terme, GBP-USD pourrait tenir son support des 66,50 et pourquoi pas aller rechercher les plus hauts d'hier, au même titre que euro-USD pourrait tendre vers ces 1,38 tant que si le franchissement des 1,3740 est bien sûr confirmé, donc aujourd'hui, comme ça semble être le cas. Donc pour l'euro GBP, le GBP USD, on en a parlé. Par honnêteté, je vais revenir sur le dollar australien, puisque hier je me suis engagé, avancé sur un scénario de moyen terme qui n'est pas invalidé. Ce que je vous propose là, sur le short IBEX, le long Bund, ou encore les vues de marché sur l'euro, ou le dollar australien, ou le yen, c'est des vues de plusieurs semaines. Et sur la UD-USD, pour l'instant, je reste globalement confiant. Mais il ne faudra pas trop que ça dure. J'écarte les fondamentaux. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les chiffres économiques étaient plutôt décevants en Australie, mais que le dollar australien tient plutôt bien. Je ne vais pas revenir sur le développement technique que je vous ai détaillé hier sur la paire AUD-USD, mais je pense toujours que cette configuration ici est une configuration en préparation d'inversion de tendance. Et vous avez eu hier, dans le siège des minutes de la Banque Centrale d'Australie, un test des 90-86 sur la paire AUD-USD. On a fait une petite mèche, on voit que le rejet est à nouveau pas très violent. Ça confirme que 90-86, ça me fait penser un peu au 1,3740 de l'euro-dollar. Donc, tant que l'AUD-USD tient les 89,50, d'ailleurs c'est un bon point d'entrée si le marché y va, je pense que l'AUD-USD peut rejoindre les 0,92. Tant que ce marché tient donc les 89,50. Le GBP AUD. Alors le GBP AUD, l'euro AUD, bon, on voit qu'on est passé dans des phases latérales depuis la cassure ici d'oblique de tendance. Alors si on anticipe le franchissement des 90-86 sur la UD-USD, est-ce que cela signifie que l'euro AUD et que le GBP AUD vont casser des supports équivalents? Je ne pense pas. Sur le GBP AUD, on voit bien que les cours sont couverts ici par la moyenne mobile à 20 jours. Si la UD doit accélérer, le marché peut éventuellement revenir reprendre les 80-20. Hier, je vous ai proposé une stratégie de vente agressive sous les 1,86. Est-ce qu'elle est toujours valable? J'ai envie de dire, on n'a pas bougé, on est au même endroit. Alors pourquoi pas? Mais bon, c'est pas hyper impulsif. Mais le rendement risque est toujours là. Et donc, sous les 1,86, sous l'AMM 20 jours, eh bien, oui, je pense que ce marché peut rejoindre les 1,81. L'euro AUD, c'est presque la UD-USD inversée. La UD-USD a tenté de casser le support des 88,50, fausse cassure baissière et intégration, construisant une structure en épaule, tête, épaule inversée. L'euro AUD, c'est la même chose à l'envers. Tenter de franchir une résistance, il la réintègre, il nous fait maintenant un marché plat. Donc pour l'euro AUD, là où je suis plus embêté, c'est que là l'euro est soutenu cette semaine. On voit que c'est pas non plus massif face au dollar australien. J'ai davantage de conviction sur la UD-USD pour un ralliement des 92 quand les 90-86 seront franchis. L'euro AUD, on voit qu'il a formé un solide support à 1,50. 1,50 c'est la traduction des 90-86 sur la UD-USD. Tant que 1,50 tient, on ne peut pas shorter ça, pas possible. Autant GBP AUD sous 86 c'est agressif mais il y a du rendement risque. Là je ne saurais même pas où positionner le stop. Donc tant qu'on tient un 50 c'est bien. Si jamais un 50 casse, c'est que vraiment le marché cherchera à acheter du dollar australien. Là c'est pas non plus acquis. Donc voilà, moi je me contenterai d'en remettre une couche sur la stratégie AUD USD. Alors je vais revenir sur les paires en yen, notamment pour voir sur l'euro yen et l'USD yen. Non, bon, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. Alors après, si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que éventuellement vous allez faire si le marché revient entre 142 et 143, je chercherai à prendre des ventes. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui me paraît, voilà, ça peut se mettre en place. Voilà, le CHF-yen qui reviendra à 116, 117. L'euro yen qui serait en mesure d'aller chercher 142, 143. Là, à ce moment-là, moi, j'adopterai une stratégie de vente avec un stop au-dessus donc des 143. Mais avant, honnêtement, quand je regarde la construction de Chartis, ça fait mât, phase latérale, et là, on va nous remettre un mât, quoi.
Et d'ailleurs, alors je l'admets, hein, on peut pas tout suivre, pas évident, hein, on peut pas être expert de tous les marchés. Mais j'ai mis du temps à voir ce mouvement sur Euroyen et CHF Yen. Et je sais que pour certains, vous êtes déjà dedans. Et on avait commencé, il y avait ici d'ailleurs une structure sympa en chandelier japonais. Je ne les ai pas forcément vus ni soulignés. Mais si on travaille en expansion, vous voyez que voilà, on peut aller chercher à terme les 142,70 éventuellement sur l'Orient. Il y a une première cible à 141,20. Est-ce que le yen japonais fera des nouveaux plus bas dans l'absolu? Ça, honnêtement, j'en ai absolument pas la certitude. Donc voilà pour l'euro yen et le CHF yen. Et ces vues de marché, elles sont, je vous le rappelle, toutes rassemblées ici donc en page d'accueil dans cette analyse. JPY tiraillé entre la Benomix, la BOJ et la version au risque. Alors pour la livre sterling, nous en avons parlé. L'eurodoll, c'est aussi le cas. Je vais juste revenir dessus. Je vais vous remettre les graphiques intraday des indices. On va voir ce que ça donne. Alors je l'ai checké, hein, le WTI en intraday, ça me parle pas trop. Les indices, ça me parle. Bon, l'horizon de temps horaire, il vous enseigne pas grand chose. À gauche, vous avez le CAC. Vous voyez bien le plafonnement sous les 4354 points. La position vendeuse que j'avais initiée doit être plus ou moins à 0. Je vais l'afficher. Hop, elle est à 0. Et par contre, elle doit être légèrement perdante sur le DAX, puisqu'il est... Non, je suis revenu à 0. Donc en clair, le DAX et le CAC, c'est le statu quo depuis vendredi sur ces deux marchés. De toute façon, tout le monde se tâte. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend Wall Street. Pourquoi est-ce que tout le monde attend Wall Street? Et notamment l'indice S&P 500. Le marché américain, en plus d'être directeur, représente les actions sur le plan de la valorisation boursière les plus chères. Je vais vous montrer ici un graphique synthétique des price earning ratio S&P 500 et Eurostoxx. En clair, vous l'avez vu, donc c'est comparatif. Alors, on voit qu'il y a eu un rattrapage ici des actions européennes, mais globalement, vous avez des actions US qui, avant le décalage de début janvier, se payaient à peu de choses près 16 fois les bénéfices estimés pour 2014, source Bloomberg. Pour ce qui est des actions européennes, nous sommes revenus à un niveau proche ici de 13-14. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces types de data pour votre trading? En gros, si le marché, si les investisseurs portent le SP500 au-delà de 1850 points, c'est qu'ils sont prêts à payer les actions très chères. Et dans ce cas, c'est certainement que leur motivation sera grande. Et les actions européennes devraient suivre. Et donc forcément, le CAC derrière peut franchir les 4350 points. Je voulais vous montrer ce graphique comparatif des price earning ratio, simplement pour vous rappeler l'importance fondamentale des 1850 points. C'est un niveau technique, c'est les sommets historiques du S&P 500. Vous l'avez à droite ici en données horaires. Mais plus que jamais, plus qu'être un marché directeur, c'est un marché action qui est cher. Donc si les investisseurs sont prêts à le payer encore plus cher et sur des sommets historiques, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas d'autre idée. Et ça peut être aussi une autre façon d'analyser la situation. Donc sur le SP500, 1850 points, est-ce que le marché peut aller chercher? Alors si vous êtes en données horaires sur le SP500, vous voyez que on est dans un range très étroit, entre 1835 points et 1843 points, un range de 8 points. Allez, le SP500, c'est un trading range de 8 points. Franchement, c'est hyper limpide. Voilà, vous l'avez là. 1835, 1843 points en données horaires. Vous avez le CAC ici en données horaires. Vous voyez que c'est pas forcément... Alors, il y a un range aussi, mais c'est plutôt 4310, 4353 points. Ce qui validerait les points de vente proposés sur les indices, ce serait, et notez bien, cassure des 4310 sur le CAC, cassure des 10 000 points sur l'IBEX, cassure des 3100 points sur l'Eurostoxx 50 et sur le DAX, ce serait la cassure des 9600 points. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux, c'est certain que vendre, c'est risqué parce que ça tient, et puis on ne casse pas de support en intraday. Si par contre ces 4 niveaux que je viens de vous citer sont cassés en données horaires, eh bien, le scénario que je vous ai proposé sur l'IBEX en particulier, Short IBEX Long Bund, prendra, je pense, toute son ampleur. Alors, l'US Oil,
Bon, l'US Oil, là je suis devant en H4. D'un point de vue de Chartis, ça ne me parle pas trop. Je vois pas grand chose. Jusqu'où il peut aller, honnêtement, je sais pas. Ce soir, on sait que c'est de toute façon l'échéance du contrat, donc vos positions seront fermées automatiquement. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais toute position ouverte maintenant sera limitée dans le temps. Il faudra la reprendre demain. Donc autant être patient, je pense, autant attendre la clôture journalière. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce qu'on a eu il y a quelques séances en données journalières, cette espèce de shooting star, voilà, tout est possible sur ce marché-là. Donc là, honnêtement, avec l'échéance ce soir, restez à l'écart. Donc pour résumer, pour les indices, on vient d'en parler, je pense que c'est clair. USD Yen, je vois rien. Euro Yen, CHF Yen, je pense qu'il y a encore un peu de potentiel, comme Euro GBP, comme Euro Doll. Un peu la semaine de gloire pour l'euro, pour la zone euro, pour la croissance, parce que on a eu des chiffres au Japon par exemple qui sont décevants, on a vu les récentes statuesques qui ont un peu déçu, mais ça peut être rapide, la perception que peuvent avoir des investisseurs sur le Forex, ça, du jour au lendemain en fonction des chiffres publiés, voilà. Et donc sur le dollar australien, bon, la UD-USD me paraît pas mal, la UD-CHF. Alors la UD-CHF, j'admets, d'un point de vue de Chartis, ça ressemble à la UD-USD. Je vous ai dit que je serais acheteur d'une mèche à 89,50 sur la UD-USD pour viser 92. Et c'est un trait de court terme que je vous propose. C'est vraiment du court terme, parce que la UD, il reste quand même globalement sous pression. J'ai envie de dire, la UD-CHF, vous avez un niveau à 79,85. Mais bon, je préfère les 89,50 de la UD-USD. Alors on va repasser sur l'euro-dollar. Et puis, écoutez, pour ma part c'est bon. Donc maintenant je vais me laisser guider par vos commentaires. Alors. Alors. Ok. Alors il y a une seule question, je vois que vous avez été plutôt tous nombreux à me souligner les problèmes de son, j'ai un seul actif qui est évoqué, c'est le GBP-CHF. Alors on va le regarder. Alors GBP-CHF, je ne suis pas en fait, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'ai pas d'opinion sur ce marché que je ne suis pas. Alors, il y a une question sur l'argent. J'ai envie de dire l'argent. Je vous avais invité à vous positionner agressivement sur les 19 $. On était en émission, c'était ce 30 janvier. On avait fait 18,98, c'était maintenant ou jamais. Honnêtement, je pense que là, poser la question d'un point d'entrée désormais sur l'argent, j'ai presque envie de dire, vous êtes dans le train ou vous n'y êtes pas. Mais, si vous n'y êtes pas, vous avez un point sur le site qui vous propose des points d'entrée sur repli. Je vous en donne le lien, le zap or et argent. Autant ma conviction est très forte que ce marché est plus haut, autant pour les points d'entrée, c'est un train qui je pense est déjà très loin de la gare, mais voilà, vous avez ici dans cette analyse un certain nombre de niveaux qui vous sont renseignés pour chercher à vous positionner. Alors idem, pour le Bund en daily, on dirait qu'on est en vague 2, il me semble, non. Alors, moi j'ai pas de décompte particulier à vous proposer sur le Bund, mais ce qui est certain, c'est que si vous parlez de vague 2, vous parlez d'une phase de pause avant reprise de la de la hausse, pardon. Et moi je partage tout à fait ce point de vue. Alors Marmadou me posait la question à 1000 $. Pensez-vous que le SP500 va baisser? Je pense qu'il y aura une réaction sous et au contact des 1850 points.
Mais sans cassure de support, je n'en pense rien. Mais ça me paraît en effet un scénario probable. Alors, Ali nous dit avoir posé ça sur le forum. J'ai posté ça sur le forum 50% Fibo, bande haute de Bollinger, qu'en penses-tu? Alors ça ressemble à une paire en yen. Ouais, ça doit être l'euro yen ou le CHF yen. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et oui, je pense qu'en effet, on peut aller chercher ce niveau-là. Euh, Quels indices voyez-vous les plus forts d'ici la fin de l'année? Je n'ai pas d'opinion sur ce sujet. Visiteur. Peut-on lier la hausse de l'or avec la Chine? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'a partagé avec moi ce matin Adrian. Le World Gold Council, donc c'est l'association mondiale qui fait un peu la synthèse du marché physique de l'or, a annoncé deux choses importantes en janvier. La hausse de plus de 20% de la consommation d'or par l'industrie du bijou, par la joaillerie en Chine, et en même temps une baisse de l'offre de 3%. Donc augmentation de la demande, baisse de l'offre, mécaniquement rebond des cours. Vous ajoutez à ça un certain nombre d'éléments, une majorité de vendeurs sur ce marché, des éléments techniques, et puis un mouvement de concentration au sein de l'industrie minière de l'or. Bref, un certain nombre de facteurs fondamentaux favorables au rebond de l'once d'or sur le métaux précieux. Alors je vais essayer de ne pas souffler, je sais qu'il y a un problème pour le son, on va sérieusement essayer d'améliorer tout ça. Alors là je l'ai écarté, ça doit être légèrement mieux, je l'ai écarté de la bouche. Alors sur l'USD CAD, je vous avais proposé jour de NFP, le 7 février, une stratégie de vente. Elle suit son cours, mais j'admets, ça glisse pas de manière très violente. Et surtout, on a formé un support à 1,0950. On a désormais une compression entre 1,0950 et la ligne de tendance baissière en place depuis le 31 janvier. Si on casse un 0,950, ce marché ira chercher 1,08. Après, j'imagine que vous pouvez être frustré par la vitesse de la baisse, mais d'un point de vue technique, les conditions n'ont pas changé. Par contre, voilà, si on arrive à s'affranchir de cet oblique, peut-être qu'on ira chercher les indices 30. Donc voilà, ça va jouer à court terme. Et puis cette semaine, on a des statistiques liées à l'économie canadienne, donc ça influencera forcément la paire. Oui, ça me paraît en effet un objectif. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut viser ça. De rien, Thierry. Alors, l'euro NZD, je ne le suis pas. Je vous invite à interroger Adrian sur le forum ou dans son émission. Il en propose un suivi parfait. Euh, voilà. Oui, Panther 666 me parle d'une figure que Romain a relevée, un biseau descendant sur l'USD CAD. Romain me montrait ça hier justement, tout ça pour vous dire qu'en effet ça comprime. Soit 1,0950 c'est les points bas, soit on casse 1,0950, on va à 1,08. J'ai toujours pensé que cette paire pouvait aller chercher 1,08. Je suis frustré par la vitesse de la baisse. Et si la vitesse de la baisse ralentit, en effet ça représente un peu ces compressions, comme ça. Sauf qu'on n'en est pas encore sorti, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Donc pour résumer, restez long de l'euro cette semaine, euro yen, euro NZD, euro USD, euro GBP. C'est sa semaine de gloire, ça l'est probablement moins pour notre économie, mais peu importe. Le marché paye de l'euro cette semaine. Pour les stratégies indicielles, toujours la même chose, short IBEX sous 10 002, long Bund au-dessus des 143. CAC DAX, le principe, je vous ai montré tout à l'heure les ventes sous résistance majeure, à vous de voir si vous le sentez ou pas. SP500, je ferai rien avant un test des 1850 points. Vous avez un range horaire hyper étroit, 1834, 1843 points. Métaux précieux, c'est Strong Bull. N'allégez même pas, éventuellement remontez vos stops, mais visez plus haut. Minimum 23 $ l'argent, 1400 l'or. Les paires en yens, vous avez l'analyse en page d'accueil du site. Il y a plein de facteurs, c'est pas évident d'avoir un point de vue fondamental. Techniquement, l'USD yen ne me dit rien. Euro yen, CHF yen, j'aime bien. USD yen entre 103 et 103,70, je vous le dis déjà, je vendrai.
Dollar australien sur GBP AUD, j'ai été agressif et je pense que je peux me permettre de l'être encore sous 1,86. Euro AUD, rien à vous proposer. AUD USD, je paye au-dessus de 89,50 et je vise 92. Et si je suis invalidé, eh bien je serai honnête dessus. Voilà, concrètement, c'est le résumé donc de mes opinions de marché. Et enfin Thierry, et je terminerai par votre question, vous êtes à l'achat sur le Dow Jones, alors je ne sais pas depuis quand vous y êtes, quelle est l'opinion? Alors le Dow, là il a atteint une résistance à 16 242 points, c'est exactement les 3130 points de l'Eurostoxx 50. Donc ce sont des niveaux très surveillés. Si vous êtes acheteur du Dow, à 16 242 points, vous pouvez prendre des bénéfices. Mais vous avez un support à 16 000 points ici, tant qu'il tient, ne vous alarmez pas trop. Mais vous êtes sur des niveaux où vous pouvez prendre des bénéfices et en fonction de là où vous êtes positionné, sérieusement sécuriser les stops de protection. Et je pense que si ce marché casse les 16 000 points, eh bien on aura une réplique de la baisse 23 janvier, 4 février. Et au contraire, si on franchit les 16 242 points, on peut aller chercher les 16 560. Au même titre que l'Eurostoxx 50, s'il franchit les 3130, il ira chercher 3170. Et je suis assez d'accord, Panthère. Alors je vois qu'il y a tout de suite plus de questions depuis que j'ai écarté le micro de ma bouche, alors j'imagine que ça a amélioré sérieusement le son, donc tant mieux. Alors GBP AUD, quel est le point d'accélération baissière? Non mais Lulu 18 sur le GBP AUD c'est un peu agressif ce que je propose sous 1,86. En fait j'aime bien la façon dont la moyenne mobile à 20 jours se retourne sur les cours. Mais non franchement bon, éventuellement 1,86 mais je préfère la UD USD pour une stratégie favorable au dollar australien. Non mais moi j'aime toujours, honnêtement là quand j'ai beau, là je check mes graphes et c'est vrai que l'Ibex me plaît vraiment pour une vente. Voilà. Voilà voilà. Bon bah écoutez merci à tous donc de votre attention. Donc on rendez-vous à nouveau tout à l'heure à 18 h pour une formation ici en salle de marché. Je vous rappelle une dernière chose, vous pouvez mettre ça dans vos favoris ou si vous avez votre iPhone ou votre tablette sous les yeux. Vous pouvez aller sur l'analyse en page d'accueil et tout en bas de l'analyse sur le yen, vous avez le tout nouveau lien pour suivre les émissions en direct sur iPhone, Android et autres tablettes. Donc voilà, ça se trouve ici. Je vous mets le lien dans la file commentaire. Voilà. Donc vous pouvez mettre ça dans vos téléphones portables. C'est toujours plus pratique si vous n'êtes pas chez vous devant votre ordinateur. Voilà, merci à tous, bonne fin de journée et donc à demain de vive voix.